Bonjour, je me présente, mon nom est Jean-François Tuat. Je suis associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Aujourd'hui, on va voir comment un employé de l'industrie de la construction peut diminuer ses impôts. En fait, on va parler des frais de déplacement pour les employés de l'industrie de la construction. La présente conférence traite de questions complexes. La documentation proposée est basée sur des lois et pratiques qui sont susceptibles de changement. Pour ces raisons, on ne doit pas utiliser le contenu de cette conférence comme substitut à des conseils professionnels spécialisés en rapport avec une question particulière. La conférence a été préparée avec soin, mais aucune personne ayant participé à cette présentation n'accepte de responsabilité légale relativement à son contenu ou aux conséquences pouvant résulter de son usage. Donc, comment qu'on va couvrir le sujet? On va le couvrir en 4 points. Dans un premier temps, on va voir quels sont les objectifs de la formation. Ensuite, on va parler des règles fiscales concernant les frais de déplacement d'un employé. Troisième section, on va parler des interprétations techniques des autorités fiscales concernant strictement les employés de construction. Et ensuite, on va voir des formulaires qui sont requis pour pouvoir réclamer les dépenses d'automobile. Donc, les objectifs de la formation, c'est de discuter des règles fiscales entourant la réclamation des dépenses automobiles pour les employés de la construction. On va parler donc d'informations générales. On vous recommande donc de consulter votre professionnel de la fiscalité pour voir certaines situations qu'on va discuter ensemble cet après-midi s'appliquent à vous de façon spécifique. Règles fiscales relatives à la réclamation des dépenses d'automobile par un employé. Avant de voir les dépenses d'automobile, regardons ensemble la définition d'un automobile. Donc, la loi de l'impôt vient nous dire qu'un automobile, c'est un véhicule à moteur aménagé pour transporter des particuliers, maximum 9 places assises, autres que une ambulance, un taxi, un autobus, un corbillard, une fourgonnette ou une camionnette de 3 places et moins qui sert principalement au transport de marchandises, une camionnette ou une fourgonnette qui aurait plus que 3 places mais qui servirait en totalité ou presque à transporter des marchandises ou des passagers, un véhicule d'intervention d'urgence. Donc, tout ça sont des exceptions à la définition d'automobile. Également est exclue une camionnette qui sert principalement au transport de marchandises ou de passagers en vue de gagner un revenu à un endroit qui est sur un chantier particulier ou éloigné et qui rencontre d'autres conditions. Donc, si on n'est pas dans ces exceptions-là, bien, on se qualifie d'automobile et les règles que l'on va discuter plus tard vont s'appliquer à l'employé. Donc, les conditions à respecter pour un employé afin de déduire des dépenses automobiles. Il y a 3 conditions qu'on doit rencontrer. La première condition, c'est que l'employé doit être obligé de travailler ailleurs qu'à l'établissement de l'employeur ou à des endroits différents. La deuxième condition, l'employé doit payer ses propres frais d'automobile d'après son contrat. Donc, c'est sûr que si l'employé se fait rembourser ses frais automobiles, il ne pourra pas déduire des dépenses automobiles. Et la troisième condition, l'employé ne doit pas avoir reçu d'allocation non imposable. Maintenant qu'on a vu les conditions qu'un employé doit rencontrer pour pouvoir déduire des dépenses automobiles, allons voir les frais que l'employé peut réclamer au niveau de ses dépenses automobiles. Le premier type de dépense, c'est au niveau de la location de l'automobile. Donc, si notre employé loue son automobile, bien, le coût de location, plus les frais connexes qui sont payés aux locataires, comme les frais d'entretien, les frais pour kilométrage excédentaire, les frais résiduels, ce sont tous des frais admissibles qui rentrent dans le coût de location. Également, il y a une limite qui est appliquée dans la loi de l'impôt, qui en 2011 est d'un montant de 800 $ plus les taxes. Il y a une formule qu'on doit vérifier et qui est fonction du prix suggéré par le fabricant. Cette formule apparaît à l'écran. Donc, c'est le moindre des 3 montants, soit les frais de location réels, le 800 $ plus les taxes et l'application de la formule. Donc, le moindre des 3 montants va être le montant admissible. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il faut aller voir l'année où le bail a été signé. Parce que le 800 $ plus les taxes est fondé sur l'année de la location. Donc, le 800 $ est pour un contrat qui serait signé en 2011. Si le contrat, par exemple, a été signé en 2009, il faut aller voir quel était le montant maximum qui était prévu en 2009. Et c'est ce montant-là qui va s'appliquer pour toute la période de la location. Si au lieu de louer son automobile, l'employé l'a acquis, le coût de l'automobile ne peut pas être déduit dans l'année de l'acquisition. Par contre, le coût de l'automobile peut être déduit sur une certaine période de temps par l'entremise de ce qu'on appelle l'amortissement fiscal. L'amortissement fiscal, c'est un pourcentage du coût de l'automobile. Donc, à chaque année, l'employé va pouvoir déduire un pourcentage du coût de l'automobile. Le coût de l'automobile est toutefois fixé à un montant maximum en vertu de la loi de l'impôt. Le montant maximum en 2011 est de 30 000 $ plus les taxes.
En fonction du coût de l'automobile va aller dans une catégorie fiscale spécifique. Donc, si le coût de l'automobile est de plus de 30 000, bien, le coût de l'automobile va s'en aller dans la catégorie 10.1. La catégorie 10.1 est une catégorie spécifique et propre à l'automobile qu'on vient d'acquérir. Si le coût est inférieur à 30 000, il va s'en aller dans une catégorie globale qui peut comprendre d'autres biens, qui va être la catégorie 10. Dans les deux cas, le taux d'amortissement sera de 30 % par année sur le solde dégressif. Au niveau des frais de financement, donc si on achète un automobile et qu'on obtient un emprunt pour acquérir le coût de l'automobile, l'emprunt, les intérêts que l'on peut déduire vont être limités à un montant de 10 $ par jour, soit 300 $ par mois. Donc, si notre emprunt est pour un montant supérieur à 30 000 $, bien, ce qu'on peut déduire, on a vu tout à l'heure, l'amortissement, c'était sur un montant de 30 000 $, bien, les intérêts vont être aussi limités à un montant de 10 $ par jour ou 300 $ par mois. En plus des dépenses, soit pour la location ou l'amortissement si on a acquis le véhicule, bien, les frais de fonctionnement reliés à l'utilisation de l'automobile sont également admissibles. Donc, par exemple, l'essence, les frais d'entretien, les permis et immatriculation, les assurances, les frais d'utilisation du système Auto-Trac, ce sont tous des frais admissibles que l'employé va pouvoir déduire en fonction des règles que nous verrons tout à l'heure. Également, il est important de rappeler que les frais de réparation à la suite d'un accident sont entièrement déductibles si l'accident survient lorsque le véhicule était utilisé pour produire un revenu d'emploi ou d'entreprise. Au niveau des dépenses non admissibles, les dépenses pour une infraction au code de la route et les amendes ne sont pas déductibles. Également, les frais de réparation à la suite d'un accident ne sont pas déductibles si l'accident est survenu pendant un déplacement personnel. En plus de pouvoir déduire des dépenses reliées à l'utilisation de son automobile, l'employé pourra, dans certaines circonstances, récupérer une partie de la TPS et de la TVQ qu'il a payée sur ses dépenses automobiles. Les conditions donnant droit à un remboursement de la TPS-TVQ, premièrement, l'employeur doit être inscrit en TPS-TVQ. Deuxièmement, l'employeur ne doit pas être une institution financière désignée. L'employé peut réclamer un remboursement de taxes donc sur ses dépenses admissibles et s'il a acquis l'automobile, bien, le calcul va être fondé sur l'amortissement qu'il aura déduit par rapport au coût de l'automobile. Pour pouvoir récupérer ces taxes, l'employé doit produire le formulaire au niveau de la TPS, le GST 370 et au niveau de la TVQ, le VD 358. Le formulaire doit être joint à la déclaration de revenus et le remboursement s'obtient donc à même la production du rapport d'impôt à chaque année. Un élément qui est important, c'est qu'est-ce qu'est un déplacement aux fins d'affaires? Parce que bien souvent, l'automobile ne servira pas uniquement pour gagner le revenu d'emploi. L'automobile va servir aussi pour une utilisation personnelle et il faudra faire un pourcentage en fonction de l'utilisation à faire et l'utilisation personnelle. Il est donc important de venir déterminer est-ce qu'un déplacement est un déplacement qui va donner droit à une déduction par rapport à un déplacement qui ne donnera pas droit à une déduction. Donc, les règles générales. La première règle, c'est que le kilométrage qu'un employé effectue entre son domicile et l'établissement de l'employeur, c'est un déplacement qui est considéré comme un déplacement à des fins personnelles. Donc, un individu qui part de son domicile le matin, qui s'en va à son lieu d'affaires, au lieu de l'employeur, et qui revient le soir, tout ça, c'est des déplacements à des fins personnelles et on ne peut réclamer une déduction par rapport à ces déplacements-là. Lorsqu'un employé se déplace de son domicile vers un client de l'employeur ou vers un lieu d'affaires qui n'est pas le lieu d'affaires de l'employeur, ce déplacement-là est un déplacement admissible. La même chose, si à la fin de la journée, il était chez un client ou un endroit autre qu'un lieu d'affaires de l'employeur et il s'en retourne à son domicile, ce déplacement-là sera un déplacement admissible qui donnera droit à une déduction dans le calcul de son revenu s'il rencontre les autres conditions. Si l'employé effectue des mandats ou est pour une période de quelques mois chez un client ou chez un lieu qui ne sera pas nécessairement un lieu d'affaires de l'employeur, bien, le lieu en question peut être réputé être un lieu d'affaires de l'employeur et donc le déplacement ne sera pas un déplacement admissible. Donc, par exemple,
pour un employé de la construction qui serait affecté à un chantier pendant une période de 3 mois, bien, quand il part de chez eux le matin puis il s'en va sur ce chantier-là, ce sera un déplacement personnel et donc ce sera un déplacement qui ne donnerait pas droit à une déduction au niveau des frais automobiles. Maintenant, donc, qu'est-ce qui est un lieu d'affaires de l'employeur, toujours dans le secteur de la construction? Prenons un employé qui, pendant une semaine, va sur un chantier à Brossard. La semaine suivante, s'en va dans un chantier à Longueuil. Après ça, un chantier à Laval. Donc, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, il change de chantier. Bien, les déplacements de son domicile au chantier en question seront des déplacements admissibles et pourra donc réclamer des déductions au niveau de l'usage de son automobile. Au niveau maintenant de qu'est-ce qu'est la définition d'un lieu d'affaires, la loi de l'impôt ne nous donne pas une définition claire de c'est quoi un lieu d'affaires de l'employeur. Il faut donc se référer à la jurisprudence puis aux positions prises par les autorités fiscales. Au niveau de la jurisprudence, on vient donc dire qu'un employé qui se déplace de façon temporaire de chantier en chantier, c'est des déplacements qui sont des déplacements admissibles. Donc, les déplacements de chez eux au chantier en question et le retour à la fin de la journée, c'est des déplacements admissibles. Au niveau de la position de Revenu Québec, elle est claire et elle se fonde sur la jurisprudence. Donc, un employé qui est pour une période temporaire dans un chantier, encore une fois, les déplacements de son domicile au chantier en question sont des déplacements admissibles. Maintenant, au niveau de la position du fédéral, la position du fédéral, c'est que si sur le chantier en question, les installations sont très modestes, donc l'employeur n'a pas un bureau fixe sur le chantier en question et que la nature du travail fait en sorte que l'employé va être là de façon temporaire. Donc, encore une fois, notre exemple de tout à l'heure, que l'individu fait une trentaine de chantiers par année et c'est des chantiers qui sont différents d'année en année, bien, ces déplacements de son domicile au chantier en question seront des déplacements admissibles. Maintenant, quel est le calcul de la déduction? Donc, une fois qu'on a identifié nos dépenses, une fois qu'on a identifié nos déplacements admissibles, bien là, on va faire un calcul qui va être fondé sur un pourcentage. Donc, on va tout simplement prendre les dépenses, frais de fonctionnement, plus l'amortissement fiscal si l'employé est propriétaire de l'automobile, plus les intérêts payés sur son emprunt, et on va faire un pourcentage du kilométrage admissible sur le kilométrage total, et ce sera ça le montant que l'employé pourra déduire. S'il loue l'automobile, bien, ce sera les frais de location, sujet aux limites que l'on a vues tout à l'heure, plus les frais de fonctionnement, et on appliquera un pourcentage des déplacements admissibles sur les déplacements totaux faits dans l'année avec cette automobile-là. Stationnement, donc les frais de stationnement qui sont engagés dans le cadre du déplacement aux fins d'affaires sont déductibles en totalité. Maintenant, on va parler des allocations. Donc, dans certains cas, un employé peut être indemnisé en partie, en totalité de son employeur pour les déplacements qu'il effectue. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une allocation? Bien, une allocation, ça constitue un montant que l'employeur verse à son employé en plus de son salaire pour compenser les dépenses engagées dans le cadre de son emploi sans qu'il doive en justifier l'emploi. Allocation maintenant versée en fonction du kilométrage, bien, une allocation est raisonnable. Donc, si elle est raisonnable, elle est non imposable. Si elle est calculée exclusivement en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre des fonctions de l'emploi. Il est donc essentiel que les employés tiennent un registre de leurs déplacements réels pour s'assurer que l'allocation n'est pas imposable. Parce que si l'employé n'est pas en mesure de démontrer ses déplacements, l'allocation qu'il aura reçue de son employeur sera une allocation imposable. Au niveau de l'employeur, mentionnons que l'employeur qui verse une allocation à ses employés, il y a un montant qui est fixé à chaque année qui vient limiter le montant qui est déductible. En 2011, ce montant est de 52 sous pour les 5000 premiers kilomètres et 46 sous pour chaque kilomètre additionnel. Une allocation fixe, un montant par exemple de 300 $ par mois qui serait indépendant du kilométrage effectué, serait un montant qui serait imposable. Maintenant, on arrive au niveau des règles fiscales propres à l'industrie de la construction et interprétation technique de la part des autorités fiscales. Dans un premier temps, vous avez à l'écran un tableau qui démontre les allocations qu'un employé de la construction peut réclamer ou obtenir de son employeur. Vous avez à gauche les secteurs d'activité. Donc, en fonction du secteur d'activité,
vous avez ce qui est prévu au niveau des conventions collectives. Par exemple, si le secteur d'activité est le résidentiel lourd, on constate que pour un déplacement inférieur à 41 km, l'employé n'obtient pas d'allocation au kilométrage ou de remboursement relié à son déplacement. Si cet individu-là fait un déplacement de 60 km, on constate qu'à partir du 41e kilomètre, il peut obtenir une allocation au kilométrage de 44 sous du kilomètre. Si son secteur d'activité est un secteur d'activité, par exemple, industriel, on constate que pour les déplacements inférieurs à 60 km, il n'obtient pas de remboursement par rapport à son déplacement. Si son déplacement est à l'intérieur de 61 à 90 km, il a le droit à un montant fixe de 31,60 $. Et si le déplacement est supérieur à 90 km, on constate qu'il a le droit à un montant fixe de 37,63 $. Dépendamment du secteur d'activité, on voit aussi le résidentiel léger qui, lui, n'a pas le droit à aucune allocation, peu importe le déplacement qu'il effectue. Dans certains cas, c'est des allocations kilométrage. Dans d'autres, c'est un montant fixe. La première question adressée aux autorités fiscales était à savoir, est-ce qu'un employé peut exclure de son revenu l'allocation versée par son employeur et réclamer une déduction pour la partie des frais de déplacement encourus et pour laquelle il n'a reçu aucune allocation, soit les frais de déplacement encourus pour les 40 premiers kilomètres parcourus. La position du fédéral, c'est dire que l'allocation de 44 sous du kilomètre semble à première vue raisonnable. Cette allocation, donc, n'a pas été incluse dans le calcul du revenu comme on a vu précédemment à cause qu'elle est fondée sur le nombre de kilomètres et il n'est donc pas permis à l'employé de réclamer une déduction. Le Québec a adopté la même position que le fédéral. Deuxième question, on dit selon une autre approche, pourrait-on plutôt prétendre que l'allocation versée par l'employeur n'est pas raisonnable du fait qu'elle ne vise pas la totalité des frais de déplacement de l'employé de son lieu de résidence au chantier. Donc ici, ce qu'on voulait poser comme question aux autorités fiscales, c'est de dire, si je fais un déplacement de 50 km et que je reçois une allocation uniquement pour 10 km, est-ce qu'on peut prétendre que l'allocation n'est pas raisonnable et auquel cas je pourrais réclamer une déduction pour les 50 km? À cette question-là, le fédéral est venu mentionner, étant donné que l'allocation est raisonnable, il n'est donc pas permis à l'employé de faire le choix d'inclure l'allocation dans son revenu et par la suite déduire les dépenses encourues pour le trajet au complet du lieu de résidence au chantier de construction. Au niveau du Québec, le Québec a adopté la même position que le fédéral au niveau de cette question-là. Les questions suivantes visent les constructions de type 2, donc exemple commercial et institutionnel. On se souviendra que sur le tableau, c'était un montant fixe qui était versé. Donc, ce n'était pas un montant qui était fondé sur le nombre de kilomètres. La question qui a été posée aux autorités fiscales, c'est de dire, est-ce que cette allocation-là, qui est versée par l'employeur, constitue une allocation uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans le cadre de son emploi? Le fédéral est venu indiquer une allocation est réputée ne pas être raisonnable dans la mesure où l'usage du véhicule n'est pas pour la fixation de l'allocation uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Étant donné que c'est un montant fixe, le fédéral a conclu que l'allocation n'est pas raisonnable. Elle doit donc être incluse dans le revenu de l'employé et l'employé pourra réclamer les dépenses qui se rapportent à ce déplacement. Au niveau du Québec, la position a été à l'effet que le particulier n'a pas à se questionner à savoir si l'allocation est raisonnable ou non. Pourquoi? Parce que dans la loi de l'impôt au Québec, il y a une disposition précise qui vient faire en sorte que cette allocation-là n'a pas été incluse dans le calcul du revenu, même si elle n'est pas fondée uniquement en fonction du nombre de kilomètres. Cette exception-là existe au Québec, elle n'existe pas dans la loi fédérale. Si l'allocation est considérée raisonnable, ainsi l'employé peut-il l'exclure de son revenu? À cette question-là, étant donné que le fédéral a pris la position que l'allocation n'était pas raisonnable, ça veut donc dire que l'employé peut réclamer ses dépenses reliées à son déplacement et s'il a reçu cette allocation-là, il doit l'inclure dans son revenu. Les traitements sont distincts, c'est-à-dire que si on reçoit une allocation, on doit l'inclure dans le revenu et on peut déduire les dépenses qui se rapportent à l'usage de l'automobile. Au Québec, étant donné que l'employé reçoit une allocation qui est non imposable, l'employé ne peut pas réclamer des dépenses reliées à son automobile
pour ce déplacement-là. L'employé qui ne réclame pas auprès de son employeur une allocation qu'il pourrait avoir le droit, est-ce qu'il va pouvoir déduire ses dépenses? La position du fédéral est à l'effet que si l'employé a le droit à une allocation raisonnable, par exemple un employé de type 1 qui avait droit à une allocation d'un montant fixe par kilomètre, bien cet employé-là, à cause qu'il a le droit à une allocation, la position du fédéral, c'est de venir dire qu'il n'est pas tenu, en vertu de son contrat, d'engager ses dépenses. Et à cause qu'il n'est pas tenu, on se souviendra que c'était une condition pour avoir le droit aux déductions automobiles, cet individu-là ne pourra pas réclamer des dépenses d'automobile, même s'il ne reçoit pas dans les faits cette allocation-là non imposable. Par contre, pour les déplacements qui n'auraient pas eu le droit à une allocation au kilométrage, donc le premier 40 km, bien, cet individu-là aura le droit de réclamer des déductions reliées aux dépenses automobiles. Pour l'employé de type 2, donc l'employé que c'était un montant fixe à partir du moment où il franchissait un certain nombre de kilomètres, à cause que la position du fédéral est à l'effet que ce montant-là est une allocation qui n'est pas raisonnable, donc qui devrait être inclus dans le revenu. Ça veut donc dire que l'employé, s'il ne réclame pas de son employeur cette allocation-là, bien, ça ne le disqualifiera pas à réclamer des dépenses reliées à l'usage de son automobile. Donc, le fédéral adopte vraiment une approche à l'effet qu'on inclut dans le revenu l'allocation reçue si on en a reçu une, et on réclame, l'employé peut réclamer les dépenses qu'il a droit, indépendamment du fait qu'il aura reçu une allocation ou pas. Au Québec, on vient dire, comme la Convention prévoit une indemnité pour certains déplacements, bien, il considère que l'employé n'est pas tenu d'acquitter des dépenses engagées pour ces déplacements. En conséquence, les dépenses pour ces déplacements-là ne sont pas déductibles. Dans la négative, donc, peut-il réclamer le montant net des frais de déplacement? Donc ici, la clarification qu'on voulait obtenir, c'est à l'effet que l'employé qui ne réclame pas auprès de son employeur une allocation, est-ce qu'il doit venir réduire les dépenses admissibles de l'allocation qu'il n'a pas reçue? À cette question-là, le fédéral a dit non, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On met dans le revenu l'allocation si elle ne rencontre pas les conditions de l'allocation reçue, puis on déduit les dépenses qu'on a le droit de déduire indépendamment de l'allocation imposable mise dans le revenu si elle a été reçue. Et au Québec, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont d'avis qu'il n'est pas possible de réclamer une déduction à l'égard des frais de déplacement pour lesquels l'employé pourrait recevoir une allocation qui serait non imposable. Question 7, 8, 9, c'est des questions par rapport au quantum, c'est-à-dire au nombre de kilomètres par rapport au déplacement. La question ici, c'était l'individu qui part de son domicile, qui a à faire un arrêt pour des raisons personnelles, par exemple laisser un enfant à la garderie, et après ça, quitte la garderie pour se rendre directement sur le chantier. Quel est à partir de quel endroit qu'on calcule les kilomètres admissibles? Est-ce qu'on calcule à partir du domicile? Est-ce qu'on calcule à partir du moment où on se met en mode de déplacement vers le chantier, donc à partir de la garderie? Et la question disait, si le domicile est plus proche du chantier que la garderie l'est, est-ce que ça amène une réponse différente? La réponse des autorités fiscales par rapport à ces questions-là, ça a été on doit utiliser le déplacement en fonction du domicile au chantier en question. Donc, si on regarde un petit tableau récapitulatif par rapport aux conclusions, on a donc 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'il est possible de déduire les dépenses automobiles si les autres conditions sont satisfaites. Deuxième possibilité, c'est qu'on peut déduire les dépenses automobiles et l'allocation reçue doit être incluse dans le revenu. Troisième scénario possible, c'est qu'on ne peut pas déduire les dépenses automobiles et l'allocation reçue n'est pas imposable. Prenons la première colonne, les déplacements en bas de 40 km. On a vu tout à l'heure que dans tous les cas, on ne peut pas réclamer une allocation. En vertu des conventions collectives, l'employé peut déduire les dépenses automobiles pour le trajet en question. Ensuite, les déplacements inférieurs à 60 km, si on est du résidentiel léger, on n'a pas le droit à une allocation, donc on peut réclamer nos dépenses automobiles. Si on est un résidentiel lourd, on a vu tout à l'heure qu'on avait le droit à une allocation au kilométrage. Cette allocation-là n'était pas imposable, donc on ne peut pas déduire des dépenses automobiles. Pour le commercial, industriel puis le génie civil, on n'a pas le droit à une allocation,
donc c'est la règle générale discutée tout à l'heure, on peut déduire des dépenses reliées à l'usage de l'automobile. Maintenant où ça se complique un petit peu plus, c'est pour les déplacements de 61 à 90 km pour le commercial, l'industriel et le génie civil et voirie. Ici, le fédéral et le provincial, on a un traitement qui est différent. C'est-à-dire que le fédéral considère la location non raisonnable et elle est imposable. Donc, à cause qu'elle est imposable, l'employé peut réclamer des dépenses reliées à l'usage de son automobile, alors qu'au provincial, l'indemnité reçue n'est pas imposable, donc il n'a pas le droit de réclamer des dépenses automobiles. Quand on constate les différentes situations possibles, il est important d'avoir un outil comme Auto-Trac qui peut aider l'employé à réclamer des dépenses automobiles, parce que sans ça, il faudrait être très sophistiqué dans le registre qu'on va tenir, étant donné les distinctions entre le fédéral et le provincial, étant donné qu'on peut faire un arrêt personnel, comme on a vu tout à l'heure, qui vient changer, pas changer, mais dans lequel on doit partir du bon moment notre registre. Donc, c'est la situation par rapport aux 4 secteurs d'activité. Maintenant, au niveau des formulaires. Pour pouvoir réclamer des déductions concernant les frais de véhicule à moteur, un formulaire doit être dûment complété et signé par l'employeur et requis afin d'attester que les conditions sont remplies. Ici, on parle des 3 conditions qu'on a vues au tout début, à l'effet que l'employé est tenu, à l'effet que l'employé ne reçoit pas d'allocation non imposable. Et donc, les 3 conditions sont illustrées dans le formulaire et l'employeur, autant au fédéral qu'au Québec, doit compléter ce formulaire-là et venir attester que l'employé rencontre les conditions. Il est possible également de demander une réduction des retenues à la source sur la paie. Parce que, par exemple, si j'ai des dépenses durant l'année et que j'en avise pas mon employeur, bien, ce qui va se produire, c'est quand on va arriver en fin d'année, on va obtenir un remboursement d'impôt qui peut être important. La loi de l'impôt permet de venir réduire les retenues à la source, donc d'augmenter la paye nette que l'employé reçoit, soit à la semaine ou aux 2 semaines, ou peu importe. Donc, d'augmenter tout de suite la paye nette et donc de faire bénéficier immédiatement à l'employé des économies fiscales du fait qu'il réclame des dépenses automobiles. Et donc, cette augmentation-là de la rémunération pourrait permettre, entre autres, de payer la mensualité de notre acte avec cette augmentation-là de la paye nette. J'espère honnêtement et sincèrement que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre les règles fiscales entourant les dépenses automobiles au niveau des employés du secteur de la construction. On s'est rendu compte qu'il y avait des pièges importants, mais j'espère que vous retiendrez les opportunités qui sont disponibles pour les employés du secteur de la construction, leur permettant d'augmenter leur remboursement d'impôts ou de diminuer leur charge fiscale. J'aimerais également vous rappeler que Raymond Chalmot Grant Thornton peut être un partenaire dans tous vos projets. Merci de votre attention.